Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec cette semaine mes co-présentateurs Annette Sow. Bonsoir Annette. Bonsoir Alun. Thierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aliou. Tout à l'heure, en seconde partie, nous recevrons le chargé de la communication de la LISCA, M. Oumar Diop, qui viendra nous parler d'Octobre Rose, ainsi que Mme Kadiatou Sonaï Kanté, qui viendra nous parler de l'exposition qu'elle organise, qu'elle présente en partenariat avec le Monument de la Renaissance africaine, exposition qui s'appelle Mi Nao. Mais tout de suite, nous allons recevoir un diplômé de HEC Paris et de HEC Montréal. Il est titulaire d'un certificat de la Stanford University Graduate School of Business sur la gestion de la transformation et le leadership. Il est également membre de plusieurs organisations nationales dans le domaine du numérique. Il est actuellement l'administrateur général de Gaïné 2000, dont il vient nous parler ce soir. Nous recevons M. Ibrahima Noureddine Diagne. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons également recevoir un diplômé de l'école hôtelière Sainte-Marthe de Dakar, cuisinier dont le grand talent est mondialement reconnu. Il vient de remporter 4 titres à la 3e édition de la Culinary World Cup qui s'est tenue du 19 au 22 septembre dernier. Nous accueillons le quadruple médaillé d'or, chef Mamadou Diouf. Bonsoir, messieurs. Oui. Bonsoir, M. Diagne. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, M. Diagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'administrateur général de Gaïné 2000. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, et en bien, c'est vraiment, je pense, l'une des success stories de notre pays. Mais peut-être que beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. On sait que vous travaillez beaucoup avec les douanes et que c'est un système numérique intégré. C'est quoi exactement Gaïné 2000? Merci de l'invitation. Et vous posez une bonne question parce qu'il y a beaucoup de confusion. D'abord, Gaïné 2000, c'est le nom d'une entreprise et Gaïné, c'est le nom d'un système qui est celui de la douane. Donc, nous ne sommes pas l'opérateur du système douanier Gaïné. Nous portons le nom, mais nous opérons un autre système qui est le guichet unique. Alors, dans le commerce extérieur, avant d'aller en douane, il y a beaucoup de formalités à faire. Et c'est le métier dans lequel nous sommes pour digitaliser et dématérialiser toutes ces formalités à travers le métier de guichet unique, le métier que nous avons démarré depuis 2004. Et nous étions à l'époque le 3e pays au monde à mettre en place ce type de plateforme. Et depuis 20 ans, donc, nous avons évolué avec toutes les technologies, notamment la signature électronique, à améliorer le système. Et aujourd'hui, dans ce domaine de guichet unique pour le commerce, le Sénégal peut être fier d'avoir l'un des premiers systèmes du monde, mais également l'un des systèmes qu'on cite dans toutes les références et dans toutes les publications. Et ça consiste en quoi pour le grand public, avoir un guichet unique dans ce domaine-là? Alors, avant 2004, si vous vouliez, par exemple, importer une voiture, ça va toucher le grand public, vous aviez des formalités que vous deviez faire. Par exemple, aller à la banque, faire une attestation d'importation, domicilier les paiements, l'autorisation de change. Là, je parle d'une voiture, mais si on parlait d'un produit alimentaire ou qui touche à la santé, il vous fallait aller également au ministère de la Santé. Et toute cette documentation-là, vous deviez le faire à pied, sur du papier, avec des cachets. Donc, ça vous prenait le temps d'aller faire la demande, le temps de la retirer et le temps d'aller le déposer en douane. Et donc, c'est tout ce process qui prenait à peu près 15 jours que nous avons dématérialisé et qui prend aujourd'hui une demi-journée. Et en 100% digital, sans papier. Absolument. Et comment vous avez pu travailler en synergie avec les différents démembrements du gouvernement, le ministère qui est chargé du numérique? Est-ce que vous avez pu travailler ensemble? Comment ça s'est fait? Ou bien vous avez amené le produit déjà fini pour le leur proposer? Alors, c'est une initiative intéressante parce que c'est du partenariat public-privé. L'initiative Gaïné 2000 est née de la volonté du ministère du Commerce et de l'administration des douanes qui ont signé un protocole en 2002 pour justement mettre en place cet outil. Donc, nous avons dans nos organes de gouvernance à la fois le secteur public, donc la douane, le ministère des Finances, et également le secteur privé à travers les associations de transitaires
Et donc, c'est un GIE, ça veut dire qu'il n'a pas vocation à faire du bénéfice, il a vocation à résoudre un problème qui était celui de la facilitation du commerce. Et actuellement, par rapport aux résultats, parce qu'on entend toujours parfois des remous, des soubresauts dans ce domaine-là, dans le domaine de tout ce qui est dans le domaine de la logistique, au niveau du port. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que vous êtes satisfait si vous faites un peu une évaluation? Oui, nous sommes à une époque 2023 qui correspond à la saturation aujourd'hui des capacités portuaires en matière logistique. Donc le système que nous avons mis en place en 2002 était très focalisé sur la documentation avant la déclaration en douane. La douane elle-même a mis en place le système Gaindé qui permet de faire une déclaration en moyenne en 2 heures de temps. Alors, une fois que vous avez terminé la partie administrative, il vous reste ce qu'on appelle l'enlèvement, donc sortir votre marchandise du port. Et c'est là aujourd'hui où nous focalisons tous nos efforts parce que non seulement il y a un problème logistique parce que la capacité du port de Dakar est atteinte, mais il y a également un problème de documentation et de circulation de l'information. Voilà pourquoi vous entendez souvent des remous parce qu'on a une congestion qu'on ne peut pas résoudre, bien sûr, en 1 semaine ou en 2 semaines. Mais parmi les solutions, il y a le digital et nous travaillons depuis plus de 6 mois pour mettre en place les plateformes qui permettront de régler le problème documentaire pendant que des investissements devront être faits pour régler le problème de congestion logistique. Absolument. Je vais passer la parole à Annette. J'allais dire Anna, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, M. Diagne. Bonsoir, Madame. Donc, moi, par exemple, j'ai eu à lire votre interview que vous avez donnée. En fait, vous parlez de financement local. Donc, on vous finance. Et vous parlez aussi de la volée économique. Ce que ça pourrait nous rapporter en valeur ajoutée par rapport aux entreprises étrangères qui, eux, envoient leurs recettes à l'étranger. Donc, par rapport à ça, en ce moment, et vous avez dit aussi que vous militez fortement pour espérer avoir les fonds nécessaires. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que ce serait facile pour vous de mettre en place un projet fiable et stratégique pour que si, par exemple, l'État venait à parler avec vous, par exemple, par rapport au financement, que vous puissiez lui garantir vraiment ce financement-là? Au-delà du fait que je suis administrateur général de Gaindé 2000 et donc dans le numérique depuis 23 ans, je participe également beaucoup à la réflexion sur la manière de positionner le développement en fait, économique du Sénégal dans la durabilité. Et vous faites sans doute allusion à une contribution que j'ai faite pour résoudre les problèmes de l'emploi. Vous savez, le Sénégal fait face depuis plusieurs années à un problème récurrent d'emploi. Ce n'est pas par la formation que ce problème va être résolu, ni par le financement, parce que quelque part, lorsqu'on parle de création d'emplois, il faut d'abord qu'il y ait des créations d'entreprises, et une entreprise n'a de sens que si elle a un marché pour être viable. Donc derrière, il faut des politiques publiques très volontaristes, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent pour permettre à des entreprises locales de pouvoir elles-mêmes avoir des marchés. Et ce dont je faisais allusion dans cette contribution, c'est la notion d'écosystème. Si aujourd'hui on a une entreprise comme la Sonatel, qui est une entreprise riche et rayonnante dans son domaine, elle doit avoir autour d'elle ce qu'on appelle des écosystèmes, donc une multitude de petites et moyennes entreprises qui interagissent avec elle et qui créent également de la richesse. Donc c'est ce genre de construction que j'évoquais dans cette contribution en disant que ça ne peut pas se faire naturellement. Il faut une volonté publique qui soit carrément articulée pour cela. D'accord. Mais en fait, moi, par exemple, je me dis qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent avoir des financements, mais si on voit derrière, ils ne peuvent pas avoir la possibilité de mettre en pratique ou bien de réussir ce qu'on leur demande de faire par rapport au projet qu'on leur a confié. Tout à fait, parce qu'on pense toujours que le financement, c'est la clé de la réussite et on se rend compte bien rapidement que non. Avant de réussir, il faut avoir une compétence, un métier, un marché, un savoir-faire. Et toutes ces choses précèdent le financement. Et le financement, lorsqu'il vient, il est là que pour servir de stabilisateur.
Et donc, nous avons beaucoup mis l'effort au Sénégal dans les 20 dernières années, 30 dernières années sur le financement de l'entrepreneuriat, alors que si on finance des entrepreneurs qui n'ont pas la capacité d'abord en termes de compétences ou qui n'ont pas accès au marché qui leur permet de pouvoir gagner leur vie, on finit par avoir une liste importante d'entreprises financées et une liste très faible d'entreprises qui réussissent. D'accord. Quand j'ai survolé votre site, j'ai vu que il y a une partie où on nomme Orbus. Orbus, c'est ça? Je voudrais bien que vous nous expliquiez c'est quoi Orbus Paiement. Parce que je pense qu'il y a un volet très commercial et ça concerne beaucoup plus les jeunes qui entreprennent. Alors déjà, Orbus, c'est né d'une contraction, c'était en 2000, hein, on avait fait un brainstorming et le OR venait de ordinateur, préfixe d'ordinateur, et le bus, transport. Donc on avait pour ambition, avec le guichet unique justement, de transporter l'information. Et c'est ce qui a donné le nom Orbus, qui est un nom qui ne veut rien dire, mais qui est la marque avec laquelle nous avons évolué. Et donc, toutes les déclinaisons, quand nous faisons des solutions de paiement électronique ou des solutions de signature électronique, nous utilisons ce préfixe, qui est quelque chose que le Sénégal s'est approprié dans l'univers du guichet unique. Thierno? Bonsoir, M. Diagne. Bonsoir. Moi, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission-là parce que je considère que vous êtes un esprit très brillant. Je vous félicite par ailleurs pour les contributions que vous faites et que je lis souvent à travers les réseaux sociaux et dans certaines plateformes. D'ailleurs, j'ai été étonné de ne pas voir votre nom sur la liste des 200 Messi qui vont aller pour récupérer les tickets de parrainage. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Alors, Gaïndé 2000 pour moi, ce n'est pas uniquement votre casquette, comme vous l'avez dit, parce que vous réfléchissez beaucoup sur la durabilité économique de ce pays-là. Mais Gaïndé 2000 pour moi a été une très grande révolution. Vous avez un peu évoqué la jeunesse de cette entreprise-là. Je pense que ça a été intéressant et ça a été même une entreprise qui était pionnière dans un domaine déjà à l'époque. Et ça a permis à l'économie sénégalaise de faire des bons très importants. Je pense que pour cela, on vous félicite pour cela. Alors, moi j'ai quelques questions. La première des questions, c'est par rapport un peu... Aujourd'hui, il y a le débat sur les données. On est dans un monde où on parle beaucoup de données. Gaïndé 2000, depuis plus de 20 ans, travaille sur les données des Sénégalais. Aujourd'hui, si vous devez nous dire un peu comment ces données-là sont gérées, est-ce qu'il y a une sécurité carrément? Parce qu'on sait que depuis très longtemps, le Sénégal n'avait pas la souveraineté pleine sur ces données. Et pourtant, cette entreprise-là continue à exister. Aujourd'hui, que nous faisons en sorte de mettre en place des outils pour maîtriser nos données, quelle est un peu la part de Gaïndé 2000 dans ça? Absolument. C'est une question intéressante parce qu'elle touche aussi à la notion de souveraineté numérique dont on parle avec les données. C'est vrai qu'en 20 ans, toutes les opérations d'import-export, il y a une masse incroyable de données. Exactement. Ces données-là sont des données qui sont normalisées et qui sont aussi encadrées par la CDP, la Commission de protection des données à caractère personnel. Est-ce qu'elle a pris toutes les données depuis le début? Parce que la CDP est née après. Est née après. Voilà. Mais la CDP, elle donne des règles de gestion. Elle ne possède pas les données. Okay. Elle donne des règles de gestion et tous les acteurs qui génèrent des données doivent se conformer aux règles de la CDP. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des données? Et c'est là le grand enjeu. Nous, les données que nous avons collectées en 20 ans sont des données qui peuvent servir l'activité économique. Donc, ce n'est pas des données qui vont nous servir à nous en tant qu'entreprise. La petite partie que nous utilisons, c'est pour améliorer notre performance. Mais aujourd'hui, faire des prévisions, des projections sur des volumes d'importation, avec l'intelligence artificielle qui vient, on a un potentiel extraordinaire. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, le Sénégal produit plus de données vers l'extérieur, parce que c'est ce que nous faisons avec nos téléphones. Chaque jour, nous produisons des kilos ou des tonnes de données que nous exportons avec les réseaux sociaux, et ces données sont utilisées. Donc l'enjeu sur les données est un enjeu capital, mais il faut bien le positionner. Il ne s'agit pas de se fermer en se disant nous voulons une souveraineté. Il s'agit de trouver quels sont les usages porteurs de valeur ajoutée. Et donc sur ces questions, je pense que la réflexion est assez parcellaire. Il n'y a pas une vraie stratégie nationale pour savoir comment nous devons conduire tout cela. Super. Alors moi, la deuxième question que j'ai, c'est toujours par rapport à Gaïndé 2000. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu de l'apport de cet outil-là par rapport à l'économie sénégalaise.
Et aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan à mi-parcours, c'est vrai que 20 ans, ce n'est rien pour un État, surtout pour une entreprise, mais quand même, en termes de chiffres, si vous pouvez en parler, combien de milliards de francs CFA cette entreprise a pu insérer dans l'économie ou a pu faire gagner l'économie sénégalaise? Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple, mais ce n'est pas que le guichet unique. Oui. Mais quand nous commencions notre activité, les recettes douanières du Sénégal étaient inférieures à 200 milliards par année. Aujourd'hui, nous parlons de près de 1200 milliards par année. Ce n'est pas que le guichet unique, bien entendu. Il y a beaucoup d'autres réformes, surtout au niveau de la douane, qui ont permis cela. Mais c'est pour dire que lorsqu'on met en place des systèmes de dématérialisation ou de numérisation, on a de la transparence, on a de l'efficacité et surtout on a la capacité d'observer les indicateurs et de pouvoir savoir où est-ce qu'il faut mettre l'accent. L'entreprise en elle-même, elle a commencé avec un employé, en l'occurrence moi-même. Et aujourd'hui, nous sommes 150. Nous travaillons sur la Côte d'Ivoire, nous travaillons sur le Kenya, où nous avons des bureaux. Et nous avons l'ambition d'être global, pas que africain. Mais c'est un parcours difficile parce que nous avons besoin d'être soutenus et appuyés par notre économie et par nos autorités. Et donc, si je peux profiter de votre tribune, c'est de dire il faut inventer des champions. Mais pour inventer des champions, l'État doit être là parce que c'est le seul qui peut inventer des champions. Le marché sénégalais ne suffit pas à générer un champion. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'au-delà de l'État, c'est peut-être toute la sous-région. On a un marché potentiel de 400 millions. On a des institutions qui doivent générer un peu ces capitaines, la CEDEAO, etc., parce que c'est le but de leur existence. Alors moi, ma seconde question, et ça va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est une économie fortement irriguée par la fiscalité de porte, c'est-à-dire les recettes douanières. Quelle est aujourd'hui dans la dynamique de transition que Gaïndé 2000 pourrait avoir pour un peu... Parce que la transition fiscale qu'on est en train d'avoir, c'est que quand nous aurons des économies fortes, qu'on puisse faire de la richesse à partir de nos propres dynamiques endogènes. Absolument. Comment une entreprise comme Gaïndé 2000 pourra se positionner pour faire de la richesse comme ça? Vous avez posé une question qui mérite une série d'émissions, parce que la transition fiscale est un sujet ancien, mais on y est quand même. Aujourd'hui, les recettes des impôts sont largement supérieures aux recettes douanières. Mais les recettes douanières sont encore très importantes, ce qui prouve que donc, nous avons un tissu économique très faible et très extraverti. Encore qu'on ne parle que de la douane par des marchandises qui arrivent, mais il y a tous les flux financiers qui sortent du Sénégal également et qui également affaiblissent non seulement notre balance de paiement. Et parfois qui sont supérieurs à l'aide publique au développement. Largement, largement. Donc nous avons un vrai défi, c'est comment créer une économie avec des richesses endogènes. Moi, je pense que ça passe par les écosystèmes, comme on l'a indiqué tantôt, mais également par des mesures fiscales. Je vous donne un exemple simple. Le Sénégal n'arrive plus à retenir ses ingénieurs informaticiens parce que nos niveaux de rémunération sont inférieurs à ceux du marché. Quand l'État observe ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit défiscaliser le salaire des ingénieurs informaticiens, tout simplement pour que ces gens-là puissent être bien payés. Celui des médecins et des enseignants aussi. Voilà, j'allais le dire. Je ne suis pas informaticien, c'est pour ça que je le dis. Non, je suis d'accord avec vous, je suis en phase avec vous. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir une denrée rare, la surfiscaliser et ne lui donner aucun avantage pour rester ici. Et donc, je pense que nous avons de gros défis devant nous par rapport à ça. Alors, dernière question, et je pense que ça vous intéresse parce que vous contribuez beaucoup au débat économique. Et dans une interview que j'ai lue, vous parlez un peu du potentiel des jeunes. Mais vous dites que ce qu'on leur offre aujourd'hui ne rencontre pas leur potentiel. Qu'est-ce que vous proposez à côté de cela pour un peu changer rectifier le tir peut-être? Absolument, ben je pense que les jeunes... Peut-être le ministre de la Jeunesse est en train de nous écouter, je ne sais pas. Sans doute. C'est des solutions pour lui. Vous savez, le tout est intégré. Vous avez dit ministère de la Jeunesse, tant qu'on cloisonne les éléments, on n'arrive pas à faire des constructions. Exactement. Un jeune, c'est juste l'étape d'une vie. Nous avons été jeunes. Et d'ailleurs, nous le sommes toujours. On a un patriarche, en tout cas. Voilà. Il est plus jeune que toi. Et sans doute, nous cesserons d'être jeunes. Donc, on ne peut pas se focaliser sur ça. Nous devons construire aujourd'hui quelque chose qui va être profitable aux jeunes. C'est ça, la durabilité. Exactement. Et pour cela, ça touche aussi bien à l'éducation, à la culture, à l'économie, à l'environnement fiscal. C'est un ensemble de choses. Et je pense qu'il nous faut des programmes très ambitieux, très intégrés, pour pouvoir faire des constructions utiles aux jeunes. Un jeune Sénégalais, moi je leur dis, lorsque j'étais jeune, donc je fus la jeunesse à 20 ans, mon pays n'avait aucune opportunité. Aujourd'hui, il y a 1000 opportunités, mais il y a 0 organisation. Donc c'est l'inverse. Avant, on avait 0 opportunité, mais une organisation.
Aujourd'hui, on a 1000 opportunités, mais on n'a pas d'organisation. Et les jeunes pensent qu'ils sont tout seuls responsables de leur avenir et certains prennent la route, malheureusement, de l'immigration sauvage, avec tout le mal qu'on en connaît. Merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Vous avez parlé tout de suite de champion. Nous allons terminer cette première partie avec vous, chef Diouf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous revenez de Tunisie avec 4 médailles, de jolies médailles que nous avons là. Comment ça se passe? Pour moi, c'est... en tant que Bognaïen, nous ne sommes pas très intéressés par tout ce qui est de nourriture. Donc, je ne connaissais pas ce championnat du monde. Je ne savais pas qu'il y avait un championnat du monde de cuisine. Et je pense que c'est la 3e édition. Comment vous avez fait? Est-ce que vous pouvez me faire un peu une genèse? Qui vous a envoyé? Est-ce que vous êtes allé par vous-même? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est organisé? Bon, tout d'abord, il y a beaucoup de championnats en cuisine. Hein? Ah oui. Ouais, le championnat le plus populaire, c'est le championnat Bocuse d'Or. Oui, le Bocuse, ouais, absolument. On avait déjà reçu que on l'a même organisé ici. Exactement, dans notre émission, le Bocuse. Ici, je n'ai pas été accompagné pour aller à ce championnat. Mais sachant que c'est important pour ma carrière et de ce que je transmets aussi à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, je forme pas mal de jeunes et je suis même accrédité au 3FPT comme formateur. Donc, il faut leur montrer la voie en leur montrant qu'il faut savoir dépenser pour parvenir aux techniques avancées. Absolument. On dépense notre énergie, de notre argent et de notre sommeil. Et là, je suis allé tout seul. Je pense que j'étais même le seul black au championnat, avec 37 pays au championnat du monde. J'ai concouru et c'était sur plusieurs thèmes. Donc, la cuisine indigène, comme ils appellent, la cuisine traditionnelle, et la partie du barbecue. Et il y avait aussi les master chefs. Donc, c'est ça les 4 médailles. Absolument. Donc vous avez gagné dans toutes les catégories? Oui, j'ai gagné dans toutes les catégories. J'ai même eu la médaille présidentielle pour représenter l'association Falcon. J'ai la présence du bureau Sénégal maintenant. Absolument. Et maintenant, dans chaque catégorie, quelles sont les propositions que vous avez à faire? Parce que comme les Diobènes nous regardent, la grande cuisine, c'est ce qu'ils appellent la cuisine indigène. J'ai préparé notre chef national. Ouais. Ils appellent ça la cuisine indigène? Oui. D'accord. La cuisine indigène. Non, c'est vrai que c'est une approche exogène. C'est-à-dire que eux, voilà, exactement. S'ils avaient une approche endogène, ils n'auraient pas dit indigène. Exactement. Donc, voilà. Bon, c'est pour ça que moi, je disais la grande cuisine. Absolument. Disons la grande cuisine. Ouais. Donc, ça, c'était les tchéboudjiennes que j'ai préparées. J'ai eu beaucoup de tagines et beaucoup de déclinaisons de tagines aussi. Ouais, parce que c'était au Maghreb, certainement, au Maghreb, chaque pays a son tagine. À son tagine. La Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ils ont différentes formes de tagine. Et les Palestiniens aussi, qui ont préparé du genre un blé concassé sous forme de tchèb aussi. Mais nous, notre tchéboudjienne national a été champion. Et le jury, comment ça se passe? Les gens, ils sont de plusieurs nationalités, tout le monde... Les jurys, il y avait des Belges, des Allemands, il y avait des Roumains, et il y avait aussi des Tunisiens, des Algériens. Les jurys étaient déjà choisis d'avance. C'est de gros bonnets quand même dans la cuisine. Hein? Et le deuxième, c'est lui, le Bimoy Tchèboudjienne? Non. Christophe. Bini. Ouais, Bimoy Tchèboudjienne. Bimoy Tchèboudjienne. Le deuxième prix, c'était quoi? Barbecue. Barbecue. Ouais. Barbecue. Même barbecue, il y a dibi nga def. Non, defuma dibi ça. Waaw. Barbecue. Donc, on def dibi à ma manière. Hein? Un bon ballotin d'agneau, bon, dama ko dibi à ma manière. Après, bon, avec les secrets du chef. Le ballotin d'agneau, c'est un agneau complet, mon gars. Agneau complet, là, je me désosse. Mais c'est qu'on aurait voulu voir ça. Il faut faire de la pratique. C'est ça. La prochaine, je la désosse. Amoul ben yach. Ma def, c'est ça mes bagages. Pas possible. Rouler ko, après, voilà. C'est ce que j'ai ficelé, fait un barbecue. Après, à la fin, ils ont cru que j'ai fini. J'ai fait ça en piqué, apache, comme les pelines en tchète. Mais apache. Avec mes autres épices et mes jus de cuisson, ainsi de suite. Bon, lorsque j'ai vu qu'ils ont abandonné le stand pour venir regarder le chef Diouf, là, j'ai dit, là, je commence à faire des malheurs. Quoi. Ouais. Et pour la garniture, je les ai sortis du nyeleng. Nyeleng, oui, avec des figues sauvages qu'on appelle le gang. Expliquez-le, nyeleng. Nyeleng, c'est fait à base de sankal. Sankal, mi ngay jël di ko tay ba xam nga ramollir ko ba mën ci génnee day mel ni genre cere. Après, ben qu'est araw? Non. Ok. Sankal, déjà, c'est du mil concassé. Donc, c'est ce qu'il faut cuire en vapeur, bien nettoyer. Après, tu à vapeur, bon,
Ok. Avec les ñeleng, le sankal là, mën nañ ci togg mbaxal salum, mën nga ko def comme genre mbaxal salum. Mën nga ko togg ak ketchup, mën nga ko togg comme ñeexu bassé. yaa ngi wax yu am solo mais xale yi xamuñ. Non, en fait, c'est toujours bien de mettre en avant sa cuisine locale. Ouais. Tout à fait. Absolument. La gastronomie locale. Parce qu'on ne peut pas venir dire qu'on est en championnat et que voilà, le copier-coller à la française, ouais, des médailles de filet de bœuf, ainsi de suite. Non, je ne vais pas faire ça. Je prends nos produits locaux. Là, tu prêches encore. Là, tu me parles. Et j'ai utilisé du gang. Gang, je ne sais pas si vous connaissez. Gang, c'est comme des figues en fait. Mais c'est des fruits sauvages qu'on a au village, qu'on prépare du bassé avec. Bon, j'ai travaillé le produit, j'ai dit, mais ça, attends, confit, ça peut faire quelque chose de bien. Absolument. Ouais. Avec des feuilles de neb, des feuilles de moringa, concassées. Il faut nous faire une émission pratique. Parce que il faut que les téléspectateurs, tout le monde avec grand plaisir, parce que c'est des produits qui sont vraiment super digestes. Les diabétiques peuvent le manger. Si tu as la tension, tu peux manger l'hypertension comme l'hypotension, tu peux le manger sans risque. Et tu le digères très bien. Et je pense qu'on doit plus au Sénégal, au jour d'aujourd'hui, se focaliser dans ce type de gastronomie. Absolument. Exactement. Ça va améliorer notre santé et valoriser nos produits locaux. Troisième qui est ban troisième. Bobo, moi, c'est la médaille du Masterchef. Bien Masterchef. Ouais. Non, je suis désormais Masterchef. Bobo barbecue. Barbecue. Bobo, c'est la médaille présidentielle de Falcon Kitchen. Légui bi ban kilo. Ouais, légui man maay président Falcon Kitchen Sénégal, donc j'ai mérité la médaille. Ok. Au niveau africain, maintenant, man maa fi nekk maa leen fi nekkal. C'est une association mondiale. Boo xam ne nee nañ ma écoutez, chef, mettez en place une association au Sénégal et on va même l'homologuer. De ce fait qu'on va voir comment, parce que puisque nos autorités ne nous aident pas à pouvoir voyager, à participer dans ces compétitions, qu'eux, ils puissent nous aider à aller participer à ces compétitions, à faire des échanges. Parce que ça nous enrichit. Absolument. Ouais. Bi mooy médaille présidentielle. Non, médaille Masterchef. Ah, Masterchef. Ouais. Machallah. Légui, donc Masterchef, c'est un autre niveau de chef. Un autre niveau de chef, exactement. Ça veut dire quoi exactement? Que Légui, vous êtes reconnu comme chef à travers le monde? À travers le monde, exactement. Et qui a gagné un concours, qui a été vraiment digne champion. Machallah. Parce que si, c'était un concours. Ouais. Je pense que c'est une première au Sénégal. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs talents qui sont là au Sénégal, que ces autorités peuvent accompagner. Je vais passer la parole à Annette en lui faisant une petite pique, quoi, parce que je vois qu'on parle beaucoup de chefs, alors que cuisine, mais est-ce que vous, vous avez dit que vous avez dit que Annette? Mais non, nous ne savons pas. Mais juste, si je reviens à tout à l'heure, quand vous disiez que vous utilisez les produits locaux pour vos produits, pour vos compétitions plats et tout. Déjà, je suis très intéressée par le domaine culinaire, surtout la pâtisserie. J'espère que vous allez me donner des cours après. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez pensé à faire un livre des plats sénégalais pour que nous, on puisse apprendre ça? Bien, si. Le livre est déjà en cours et il y a des masterclass que je vais commencer bientôt aussi. Des masterclass. Pour ça, ouais. Il y a des masterclass qui vont bientôt démarrer. Ce sera la présentiel pour les jeunes, pour les jeunes, présentiel. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de santé, en plus qu'on est au mois d'octobre, penser à octobre rose. Donc on doit pouvoir penser aussi santé. Donc les produits locaux du Sénégal peuvent aider à améliorer notre santé. Absolument. À améliorer notre santé. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes qui sont diabétiques, qui sont hypertendus. Les AVC, ça frappe tout le monde maintenant. Que ce soit les jeunes, les plus âgés, les moins âgés, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que manger bien peut aider. Et pour le développement, côté développement économique aussi, le tourisme culturel. Le street food sénégalais, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si on parle, on va parler de Maïga. Voilà. Mais il y a une organisation annuelle de street food, le festival de street food, je pense que vous connaissez. Oui, que Tamsir. On le reçoit presque chaque année. Il avait initié une fois, mais aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. C'est vrai.
Parce que ça s'organise une fois, après, quand ça passe, ça passe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose au Sénégal? Quand on dit je vais au Sénégal pour découvrir la gastronomie sénégalaise, on pense à quoi automatiquement? On pense à notre tchéboudjen. Parce que c'est tellement riche. Et comment ça s'appelle? Fortiaï, affaire beignet dougoupi, non, pain pastel affaire. Les akara de niébé, on peut le faire. Les akara de patates douces, les akara de niambi, ça peut se faire. Maïga mom nehna après concert, 3 h du matin. Qui quoi? Concert hip-hop quoi. Tout ça, c'est des choses les institutions comme le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, l'agence ASPT, c'est des gens qui doivent vraiment nous aider à mettre en Vous prêchez un convaincu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à mettre en place aussi ce qu'on appelle le répertoire culinaire du Sénégal. Aujourd'hui, vous rentrez dans Air Sénégal, on n'a pas de répertoire culinaire. Il y a 2 ans, j'avais écrit sur ça. J'avais pris Air Sénégal pendant au moins à plusieurs reprises. J'ai pris Air Sénégal. Et ce qui se servait dans l'avion, c'était pas du tout. Ça respectait pas du tout les procédures. Donc j'avais fait une critique là-dessus. Ils vous ont répondu? Il y a eu beaucoup de réactions. Et la presse a vraiment pris le relais. Il y a eu beaucoup de réactions. Ils m'ont appelé, ils m'ont proposé, mais les chefs, voilà, on peut te prendre comme conscient. J'ai dit non, je cherche pas de boulot. Parce que c'est une critique constructive que j'ai faite. Ce n'est pas pour dénigrer en fait, la compagnie. Et depuis là, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Parce que même côté de l'eau, on nous servait de l'eau qui venait de la France. La viande, c'est la viande en carton. Il n'y avait pas de goût. Pour un pavillon national. Un cuisinier qui goûte ça, tu sais que... Voilà. Et dans l'Air Sénégal, quand tu rentres dans l'avion, tu dois sentir la gastronomie sénégalaise. Le pavillon national. Exactement. Même les sandwichs, on doit sentir le pain de goutte. Le pain niébé, on doit le sentir. C'est toujours le pain blanc qu'on nous sert. Voilà. En tout cas, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Parfaitement d'accord avec ce que vous dites, non? Bon, non, Annette n'a pas fini. Annette n'a pas fini de... Bon, on est dans ton domaine. Hein. Quand on va à nos sorties au resto, tu manges beaucoup. Donc... En fait, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a réveillé cette envie de vouloir apprendre le culinaire? Waouh, beaucoup de choses. J'étais très jeune, je suis le seul garçon de mon père. Et j'ai grandi au village avec la grand-mère et le grand-père, qui n'avait pas de fils aussi. Le fils, il avait quitté déjà la maison familiale depuis très longtemps. Donc, j'étais là, je pilais le mil pour ma grand-mère, avec sopre, comme on dit. Hein. Je faisais le sopre, et tout le temps, quand on allait au champ, les feuilles qu'on devait utiliser pour le tchéré, je maîtrisais toutes ces feuilles. Que ce soit le nebedaï, le gang, avec les autres que je ne connais pas en Wolof, puis en Serer. Et tout le temps de voir la grand-mère, comment elle préparait ses sauces. Et ses sauces étaient toujours différentes des autres sauces. Et ma maman aussi était une grande cuisinière, la plus grande vendeuse de beignets d'honnête, déjà à son temps, à son vivant, puis à son âme. Elle faisait aussi de bons tchérés, qui vendait aussi des fondés. Donc je pense que voilà, c'était le dessin. Quoi. Comme on dit, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez Exactement. Petit, et après, voilà, un peu plus grand, j'ai vu mon oncle qui a une école hôtelière, M. Paul Faye, donc, qui m'a aussi donné la chance aussi d'étudier dans son école, avec toutes ses envies, tout ça. Il m'a dit, ben, écoute, je pense que ça serait bien que tu fasses la formation. Voilà. Et au bout de 4 mois de formation, je commençais à diriger les travaux pratiques au niveau de l'école. Donc, je pense que c'est parti de là-bas et l'envie ne cesse que de grandir. Hein. Même après, lorsque je travaillais dans les hôtels Azalaï, par exemple, je prenais tout le temps des suspensions d'activité pour aller me perfectionner. Voilà. Et toujours, à chaque occasion que j'ai pour aller me perfectionner, je n'hésite pas. D'accord. En parlant de perfectionnement, vous êtes parti en Chine pour faire un apprentissage. Cuisine asiatique, oui. Voilà. Donc Chine, au Japon, au Mexique. Exactement. Voilà. Donc pour les jeunes qui vous suivent et qui veulent être comme vous, est-ce que vous leur conseillez de partir aussi, apprendre ou bien de rester? En ce moment, est-ce qu'il y a des écoles ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles au Sénégal. On a l'école Sainte-Marthe, qui est une très bonne école. On a l'école nationale Cheikh Amalassi. Il y a l'école Afor. Ça, c'est des écoles que je peux citer en référence au Sénégal. Hein. C'est 3 écoles que je peux citer en référence, que je sais que voilà, les élèves qui sortent de ces écoles, je peux travailler avec eux tranquillement. Voilà. Les jeunes, il faut les conseiller de rester dans le pays et de ne pas être pressés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, il y a trop de chefs au Sénégal. Avec quel niveau? Surtout.
Avec quel niveau? Il sort de l'école une année, bon, il porte la toque, je suis chef. C'est pour ça que je n'aime pas la toque. Parce que pour moi, il y a encore du chemin à faire. Et ce qu'il risque, il risque de faire une course partant de l'excellence à la médiocrité s'il continue sur cette lancée. Les jeunes, il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre au Sénégal aujourd'hui. Il faut déjà maîtriser la cuisine de son pays avant d'aller chercher la cuisine à l'international. C'est sûr. Je pense que vous, on pourra parler de mon projet que j'ai depuis des années de faire un restaurant sénégalais. Vous parliez de Air Sénégal, mais comme je le dis à tous les chefs que je reçois, je dis, moi, le rêve absolu, on ne sait même plus si... Rêver dans son pays d'avoir un restaurant sénégalais, je veux dire, ça c'est le comble. On n'a pas de restaurant. Vous venez ici au Sénégal, vous voulez voir un restaurant sénégalais, ça n'existe pas, c'est incroyable ça. Et vous avez parfaitement raison. Hein. Incroyable. Dans tous les pays, les plats sénégalais, les plats peuvent être revisités jusqu'au dressage, que ça soit vraiment de manière gastronomique. Tout à fait. Comme ce que l'on voit dans les assiettes à l'international. Bien sûr. Parce que c'est les mêmes produits que j'ai utilisés pour gagner un concours à l'international. C'est une évidence. Un restaurant sénégalais aujourd'hui n'existe pas. Ça n'existe pas. Un restaurant saveur du Sénégal, on devait l'entendre. Au moins, c'est quelqu'un qui met en place un buffet. Mais comme M. Diagne a dit tout à l'heure, on a toujours ce problème de financement. Au Sénégal, aujourd'hui, vous allez voir une institution bancaire pour demander un financement. Vous dites, est-ce que vous avez une garantie foncière? La dernière fois, j'ai dit à un banquier, si j'avais une maison à donner en garantie, j'allais vendre la maison parce que je crois à mon projet. Absolument. Je n'allais pas venir vous voir. J'allais vendre ma maison pour mettre dans mon projet, sachant que je vais le réussir. C'est mon domaine et je le maîtrise très bien. Bon, moi je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je veux d'abord vous féliciter parce que moi, chaque fois qu'un Sénégalais porte les couleurs du Sénégal, je suis très fier. Merci. Je pense que pour moi, nous devons accompagner nos compatriotes qui nous représentent ailleurs et de manière aussi remarquable. Donc, félicitations pour toutes ces distinctions-là. Je vous souhaite d'avoir d'autres distinctions, toujours pour porter le drapeau du Sénégal. Ensuite, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, le premier médicament, c'est le plat. C'est d'abord ça, c'est l'alimentation. Et donc, c'est important aujourd'hui que nos alimentations soient fortement ancrées sur nos produits locaux. Je pense que ça, c'est important. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits. Les champs sont en train d'être décomplexés. C'est un processus. J'espère qu'on ira jusqu'au bout de ce processus-là pour avoir une cuisine sénégalaise, un restaurant 100% sénégalais pour les patriarches et pour d'autres aussi. Et je pense que c'est important. Mais aussi, je pense que vous avez raison. On a besoin que nos chefs d'entreprise investissent dans ce genre de projet-là parce que non seulement ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des emplois, mais en plus, on règle le problème de la santé, le problème de la nourriture, on règle le problème de l'emploi. Donc, dans un seul modèle, on règle beaucoup de situations. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Il y a autre chose aussi qui est important, parce qu'aujourd'hui, la cuisine, en tout cas, on a vu le thieboudion du Sénégal labellisé. Donc, la cuisine, aujourd'hui, n'est plus uniquement quelque chose qui est juste pour, en tout cas, amuser les papilles gustatifs, mais c'est aussi un outil diplomatique. Du soft power, c'est fort. Ça permet de représenter l'identité d'un pays et ça, c'est important. Donc, pour moi, les autorités étatiques qui nous regardent doivent vous accompagner, doivent vous soutenir parce que c'est aussi important. Ce qu'on fait pour les autres équipes nationales, on doit le faire pour tous les autres champions qui représentent le Sénégal. Voilà ce que moi je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. C'est très pertinent la remarque là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez au Sénégal, on a des associations de cuisine qui sont là, mais qui ne sont pas accompagnées. Et par exemple, là, il y a le Salon international du tourisme en France. Amenez-moi des chefs de cuisine au Salon de Paris, Salon de tourisme. Ils vont faire là-bas un street food sénégalais, carrément, avec des finger food. Bien sûr. Les produits des cocktails qu'on donne, tout ça, les cocktails dans les séminaires et autres, là, les mariages, on peut le faire 100% sénégalais. Absolument. On peut le faire 100% sénégal. Aujourd'hui, vous me demandez, par exemple, mon entreprise, c'est le groupe La Tasca, vous me demandez, je veux un devis pour faire un cocktail. Je vous fais un cocktail, vous me dites made in Sénégal. Je vous fais un cocktail made in Sénégal. De l'entrée jusqu'au dessert, hein, jusqu'au digestif, de l'apéro au digestif. Et c'est dans ça qu'on devait tendre aujourd'hui, pour valoriser nos produits. Mais aujourd'hui, d'autres vont vous dire, chef, je veux un devis. Mais le copie-coller va pousser que si on ne met pas des blinis au saumon fumé,
Hein? Au bolet de caviar. Ça veut dire que voilà. Le saumon qu'on va chercher très très loin. Très très loin, on ne sait pas si la chaîne de froid a été maîtrisée. Et après, quand ça arrive, que ça commence à être faisandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fumer ça ou bien mettre ça en rillettes pour pouvoir encore nous le revendre à 19 000 francs le kilo. Alors que si j'ai un kilo de patates douces qui coûte 500 francs, je peux te faire des akara de patates douces. Tu peux faire des soufflets de patates douces, des gnocchis de patates douces. Tout ça, déjà, tu as décliné 3 produits avec 500 francs le kilo. Alors, Sénégal. Je vais partir de sa question et de votre réponse pour parler du jollof rice. C'est-à-dire, on a parlé du thieboudienne sénégalais. Que les Nigérians veulent. Mais ils pas veulent. Pour eux, c'est nous les usurpateurs. Hein. Quand vous allez au Nigeria, il a raison, j'étais au Wafes tout récemment. Vous avez beau expliquer que le mot jollof, déjà, il est originaire du Sénégal. Mais ils vous disent non, non, non. Vous êtes les usurpateurs, nous sommes les authentiques. Vous l'avez tellement dit que la réponse est dans l'intitulé, exactement. mais vous savez que dans leur croyance, en effet, c'est leur possession. Ça veut dire qu'un bien culinaire, donc qui est un actif, a pu quitter le Sénégal. On m'a expliqué toute la genèse. Hein. C'est passé par la Gambie, après les Sierra Leone qui étaient des coopérants, l'ont ramené en Sierra Leone et puis voilà, c'est parti. Le Ghana, voilà, exactement. Ça, mais un pays de 200 millions d'habitants fait du jollof rice son principal plat. Le Sénégal, qui est peut-être quelque part le père oublié de ce jollof rice, ne valorise pas cela. Et là, il y a quand même quelque chose à faire, comme il le dit. Et là, c'est sur le plan économique. Parce que moi, j'ai invité des Nigérians au Sénégal. Je leur ai dit, je vais vous servir l'authentique jollof rice. Mais ils n'ont pas aimé. Parce que aussi, nos thieboudiennes aujourd'hui, c'est un festival d'embouteillage de tout. On ne voit même plus le riz. Et ils n'ont pas aimé. Les légumes sont mal cuits d'habitude. Exactement. Trop surchargés. Et je pense que ça peut être mieux dressé. Exactement. Mais quand même, je leur ai dit, c'est l'origine. Mais le riz de Saint-Louis là reste très bon. Non, il reste très bon. C'est pour ça qu'il faut continuer à le valoriser. Et montrer toujours qu'on peut bien le dresser. Ce que vous dites est tellement important. Une fois que c'est labellisé, on en a fait un patrimoine mondial. Il faudrait savoir de quel thieboudienne il s'agit. Exactement. C'est-à-dire dire que c'est ça l'original. Maintenant, après, il y a les déclinaisons à la diobène, à la sienne et tout. Mais... Si. Le Malien, il va te préparer le thieboudienne, il va te mettre des bananes là-dessus. Carrément. Si. Banane plantain. Banane. Banane normale. Et ils vont mettre des œufs bouillis dessus. Ah oui? Ils disent, on a préparé un bon thiep. J'ai dit, thiep, ça vous avez brûlé le drapeau du Sénégal, ouais. Bon, c'est une couleur locale et c'est pas mal. Chacun donne... Voilà. C'est ça l'altérité aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devait plus vraiment... les autorités du Sénégal, les autorités du tourisme, de la culture, doivent nous aider à valoriser notre culture culinaire. Absolument. Vous allez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les festivals culinaires. Il y en a combien? Beaucoup. Et qui sont soutenus par les gouvernements. Aujourd'hui, j'ai amené le festival La Grande Grillade au Sénégal. Mais si ce n'est pas à fond propre, je ne vais pas le réaliser. Et ça va se faire. Alors, ce festival peut attirer combien de touristes au Sénégal? Beaucoup. Rien que les Sénégalais. Peut faire travailler combien de personnes? Aujourd'hui, les dames qui sont dans la rue en train de griller leurs poissons, vous leur invitez, vous leur donnez un stand. Vous leur donnez une occasion de montrer leur savoir-faire. Même les financements peuvent partir de là-bas. Est-ce que vous êtes organisé en association Parce qu'en réalité, il y a la taxe touristique qui peut avoir un compartiment qui vous êtes destiné. Est-ce que vous êtes organisé en association pour qu'on sache qu'il y a un répondant? Il y a une fédération qui est là. Il y a une fédération, mais la fédération, elle n'est pas dynamique. C'est ça. Il faut avouer qu'elle n'est pas dynamique. Mais il y a une autre association qui est mise en place. Et je pense qu'au lancement, même vous tous, vous serez invités, Inch'Allah, que ça soit vraiment quelque chose de dynamique et qui bouge. Absolument. Voilà. En tout cas, vraiment, qui va aussi organiser pas mal de formations et qui va faire toutes les 14 régions du Sénégal. Parce que le tourisme seulement ne s'arrête pas seulement au Sénégal et à Hambourg. À Dakar. Ouais. Parce que pour faire le répertoire culinaire du Sénégal, aujourd'hui, il faut faire les 14 régions, les différentes ethnies du Sénégal. Il faut avoir tout ça dans le livre. Et mettre des exemplaires partout, dans nos agences, dans nos aéroports, ainsi de suite. Ça serait un bon facteur de développement aussi pour le Sénégal. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne continuation et nous vous félicitons vraiment pour toutes ces médailles que vous avez
ramené. Et comme on vous l'a dit, nous allons vous réinviter pour des séances pratiques. Parce que là, ce sera vraiment quelque chose de très intéressant. Vraiment remercier également M. Diagne d'être venu sur ce plateau. Vraiment, nous vous encourageons. Ah, c'est vrai, j'allais terminer cette première partie sans parler du dernier livre de Thierno Esdegnan. Je m'appelle Souleymane Diop-Niang. Thierno Souleymane Diop-Niang, le Sahel, épicentre géopolitique, des solutions endogènes face à l'enjeu sécuritaire. C'est vrai que c'est ton domaine de prédilection. Il a beaucoup parlé du Mali. Je pense que c'est au Mali que tu dois faire la cérémonie dédicace. Pourquoi le Mali? Pourquoi tu choisis le Mali? Parce que les autorités maliennes me font l'honneur de m'inviter la semaine prochaine pour lancer cet ouvrage. C'est avant le Sénégal et ça me fait plaisir. C'est pour quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez au Mali? Oui, je serai au Mali la semaine prochaine. Faites-moi un signe, j'ai beaucoup d'adresses. J'ai fait 12 ans dans le Mali. Avec plaisir. Surtout mes premiers restaurants, je les ai ouverts au Mali. Il serait super de découvrir. Juste un petit résumé. C'est votre première fois? Oui. Au Mali? Oui. C'est un beau pays, hein? Bon, pour une première fois, pour une longue période. OK. Et vous allez faire combien de temps au Mali? Parce que j'arrive bientôt. Bon, ça juste une semaine. Il ne sera pas là avec nous la semaine prochaine, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc, juste un petit résumé pour terminer cette première partie. Écoute, si tu veux, le Sahel, l'épicentre géopolitique, c'est des solutions endogènes, c'est-à-dire je pars tout le temps, comme ce que je fais depuis 5 ans, sur des solutions qui fusent de notre territoire, en fait. C'est-à-dire on a souvent utilisé la solution militaire contre l'extrémisme violent ou le banditisme, mais on voit que ces solutions-là ont des limites. Il faut revenir dans nos solutions culturelles, économiques, politiques, pour un peu mettre un terme à tout ce qu'on est en train de voir dans le Sahel, parce qu'on a d'énormes ressources. Et je mets en avant surtout les forces motrices que sont nos confréries. Aujourd'hui, nos confréries, il y a des millions de jeunes qui sont des adeptes de ces confréries-là. Ces confréries-là ne doivent pas être des cadres de fatalité. Au contraire, ça doit donner à ces jeunes-là de la motivation. Ça doit accompagner ces jeunes-là dans toutes les étapes de leur vie pour que ces jeunes-là aient des outils contre l'endoctrinement et pour se réaliser tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est paru, comme d'habitude, aux éditions L'Harmattan Sénégal. C'est pas encore sorti, je pense. Alors, si tu as l'exclusivité, ça sort là, donc on en reparlera. On en reparlera, absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, chef Diouf, Monsieur Diagne. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour nous. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant Monsieur Oumar Diop qui vient nous parler du mois d'Octobre Rose. Depuis 1985, le mois d'octobre est associé à la sensibilisation au cancer du sein à travers le monde. Sous le concept Octobre Rose, la Ligue sénégalaise contre le cancer, l'ISCA, est comme chaque année aux avant-postes des activités de la lutte contre ce fléau. Nous accueillons pour nous en parler le chargé de la communication, M. Oumar Diop. Bonsoir. Bonsoir, Alioune Ndiaye. Nous allons terminer l'émission avec une talentueuse sculpteuse et céramiste franco-sénégalaise de renommée internationale. Elle présente du 12 octobre au 11 novembre, en partenariat avec le Monument de la Renaissance africaine, l'exposition intitulée Mindao. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Kadiatou Sonaï Kanté. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Monsieur Oumar Diop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année dans le monde, le mois d'octobre rime un peu avec la lutte contre le cancer du sein. La LISCA, on vous connaît vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites pendant ce mois, quelles sont les activités et nous dire également, faire une petite évaluation par rapport à tout ce qu'il y a comme résultat depuis le temps que vous vous activez dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Heureux d'être sur votre plateau aujourd'hui pour parler d'Octobre Rose. Il serait bien aussi qu'on dise qu'est-ce que c'est qu'Octobre Rose. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une activité qui est née en 1985 aux États-Unis d'une dame qui s'appelle Evelyn Loder, qui a eu son cancer
après avoir eu son traitement, elle a eu des avancées et a voulu vraiment montrer à la face du monde qu'on guérit du cancer du sein. Donc, elle a eu à porter le ruban rose durant tout le mois d'octobre. Mais elle faisait aussi chercher des financements pour financer, excusez-moi la répétition, pour financer un peu la recherche dans le cancer. Donc, c'est comme ça que Octobre Rose est né. Donc, elle est arrivée en France en 1994 et au Sénégal en 2009 avec la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui est née en 1985. Quelle coïncidence, vous voyez bien. Mais en 1985, la Ligue était mise en place pour recevoir un don, l'appareil de radiothérapie qui était à l'hôpital Aristide de Dantec. Donc, après avoir reçu ce don, la LISCA pratiquement n'a pas effectué d'autres activités. Donc, était en léthargie jusqu'en 2009. Les médecins qui sont à l'hôpital avaient constaté qu'ils ne recevaient les malades qu'à des stades tardifs. Donc, ils se sont posé la question de savoir pourquoi ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même que les populations soient informées sur le cancer. Donc, c'est à partir de là que la Ligue a été relancée en 2009. Donc, en 2010, nous avons commencé à faire Octobre Rose. Et aujourd'hui, Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation, d'information envers les populations pour qu'elles sachent qu'est-ce que c'est que le cancer et pouvoir prendre les mesures à temps pour soit dépister. Mais on ne se limite pas simplement à informer et à sensibiliser, mais on fait aussi des campagnes de dépistage durant tout le mois. Ces campagnes de dépistage ont déjà démarré le 1er, où on reçoit les femmes pour les consultations en scénologie du lundi au samedi. Donc, des médecins sont à leur disposition et la consultation est gratuite. Donc, durant tout le mois d'octobre aussi, on va offrir des bons de mammographie gratuits, mais aussi des bons de mammographie subventionnés. Les bons de mammographie subventionnés, la mammographie, vous savez, coûte 40 000 dans les hôpitaux publics, 60 000, voire 80 000 dans le privé. La LISCA s'est dit que quand même c'est assez coûteux pour les populations démunies. Nous nous sommes approchés des radiologues privés qui ont accepté durant tout le mois d'octobre de nous faire une réduction de 50%. Donc nous nous sommes dit aussi, si vous avez une réduction de 50%, le tarif passe à 30 000. 30 000, ce n'est pas toujours à la portée des populations. Nous allons vers des entreprises, des personnes de bonne volonté, chercher encore un financement pour resubventionner cette mammographie qui va coûter finalement 15 000 francs pour les mammographies de dépistage. Mais pour les mammographies gratuites, les dames qui viendront chez nous, à qui on a découvert une anomalie sur le sein, on va leur offrir des mammographies gratuites. Elles n'auront rien à débourser. Parce qu'une dame démunie, vous lui demandez d'aller chercher 15 000, alors que vous avez déjà détecté un mal sur ses seins, bon, elle peut ne pas trouver ces 15 000 francs et aller vaquer à ses occupations tranquilles. Et demain, cette anomalie peut devenir un cancer qui va coûter des millions pour le traitement. Donc, c'est pourquoi nous leur offrons, quand nous découvrons des anomalies sur le sein, on offre un bon de mammographie gratuite. Nous voyons aussi durant tout le mois d'octobre des dames qui viennent avec des bulletins de mammographie diagnostique qui ont été prescrits, ça fait 5 ou 6 mois. N'ayant pas les moyens, elles attendent le mois d'octobre pour venir se faire aider par la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui le fait pratiquement durant toute l'année. Mais les gens pensent qu'on ne fonctionne que durant le mois d'octobre. Mais on est fonctionnel du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au vendredi, si ce n'est pas le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, on n'a pas de samedi ni de dimanche. On fonctionne tous les jours. Absolument. Et vous avez parlé de quelque chose de fondamental, c'est le dépistage. De plus en plus, je pense que tout le monde est d'accord que c'est le moyen de lutte le plus efficace contre le cancer du sein. Est-ce que vous comptez faire vraiment beaucoup de communication dans ce domaine-là pour que vraiment on puisse mettre en place, je ne sais pas, une procédure ou bien voilà, une organisation pour que ce soit assez systématique? Absolument. Durant tout le mois d'octobre, pratiquement, on est sur les plateaux télé, sur les radios. Nous faisons des roadshows pour aller vers les populations parce qu'avant même, on se levait à 4 h du matin pour aller au marché aux poissons pour rencontrer des milliers de femmes
Parce qu'au départ, quand on faisait la sensibilisation et l'information, vous regroupez 10 personnes, vous parlez du cancer, mais c'est du toucher du bois, c'était une maladie taboue. Nous avons adopté une stratégie qui consistait à se lever à 4 h du matin, à aller au marché aux poissons avec un camion, avec une forte sonorisation, et on parlait du cancer, on distribuait des flyers, et à partir de là, nous avons vu que les populations ont commencé à comprendre ce que c'est que le cancer et viennent à nos consultations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la veille de nos consultations, nous faisons souvent des campagnes de sensibilisation. On fait même du porte-à-porte. On va dans les maisons, on s'approche des Badianougor pour leur donner l'information qui sillonne le quartier, pour parler du cancer, mais leur demander aussi de venir à nos consultations. Lors de nos consultations aussi, quand nous avons 700, 800 ou 2000 femmes, quand nous organisons au Stade de l'Amitié, durant toute la journée, c'est de la sensibilisation. On ne les laisse pas là à attendre le médecin, mais on parle du cancer. On leur explique ce que c'est que le cancer, quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui pour quand même être prémunis de ce cancer. Parce qu'on ne parle pas simplement de cancer du sein, mais de tous les cancers en général. Surtout les cancers féminins. Voilà, le cancer féminin. Parce qu'aujourd'hui, les cancers féminins, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est les 2 premiers cancers au Sénégal. Alors, avec une forte mortalité d'ailleurs. C'est pourquoi on pense que la LISCA ne fonctionne que sur ces 2 cancers, alors qu'on travaille sur tous les cancers. Vous savez, sur une population de 16 millions d'habitants, si on nous dit que c'est 11 millions de nouveaux cas au Sénégal, vous voyez, ça, avec une mortalité de 7 800, ça c'est un réel problème de santé publique. 11 000. 11 000 nouveaux cas par an, 11 000 nouveaux cas par an, avec 7 800 décès sur une population de 16 millions d'habitants. C'est assez élevé, c'est assez alarmant. Et les 2 premiers cancers, à savoir le col et le sein, sont au premier plan, avec une mortalité vraiment très élevée. Annette. D'accord. Comme on sait, le cancer du sein tue énormément de femmes en ce moment. Et je pense qu'il faut beaucoup plus insister sur les méthodes de prévention. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas quoi faire, par exemple, pour détecter. C'est vrai que c'est difficile de le détecter, mais il y a une méthode, je ne sais pas si c'est avéré, comme quoi que après chaque règle, il faut palper les seins pour voir s'il n'y a pas une boule d'odeur. Donc, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus intéressant de faire des publicités, de montrer, ou bien de véhiculer dans les écoles et tout, pour que les femmes sachent comment faire exactement pour se palper et savoir s'il y a quelque chose dedans? Effectivement, l'autopalpation, comme vous venez de le dire, est le premier acte que toute femme doit poser. Parce que l'autopalpation se fait 5 à 13 jours après les règles. La dame doit être en face de son miroir, d'abord regarder ses seins. S'il n'y a pas une déformation du sein, soit le mamelon qui se rétracte, ou bien un des seins prend plus de volume que l'autre. S'il y a une peau d'orange, comme on le dit, sur le sein, tout ça, c'est des signes. On ne dit pas que si vous voyez ces signes, vous avez le cancer. Mais c'est des signes quand même, quand on les voit, on doit aller vers la sage-femme, le médecin, soit un personnel médical qui va revoir le signe que vous lui avez montré et poser certainement, si nécessaire, un autre acte, à savoir lui prescrire une mammographie. Parce que la mammographie peut détecter quand même une boule à un stade vraiment précoce où le traitement est plus facile. On ne va pas faire une ablation du sein, simplement enlever cette boule et faire quelques traitements, vous rentrez tranquille. Mais si vous attendez que cette boule-là soit à un stade avancé, quand même, le traitement non seulement va coûter cher, mais c'est mutilant. C'est la mastectomie, comme on le dit. Vous savez, ce n'est pas assez intéressant. Donc, nous conseillons aux dames, quand même, qui ont de 40 à 74 ans, tous les 2 ans, en dehors de l'autopalpation, de faire une mammographie. C'est ce qu'on conseille. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que le cancer du sein est plus fréquent dans cette tranche d'âge. Ça ne veut pas dire que la tranche d'âge qui est en dessous n'est pas concernée. Aujourd'hui, nous voyons des cancers du sein à des âges vraiment
très jeune. Donc, tout le monde doit se prémunir pour ce cancer-là. Parce que c'est un cancer, on ne connaît pas pour le moment les causes. On vous dit qu'il y a des facteurs de risque. Comme tous les cancers, on ne connaît pas les causes. Pour les cancers. Il n'y a que pour le cancer du col aujourd'hui qu'on connaît parce que c'est causé par le HPV, le Human Papillomavirus. D'ailleurs, il y a un vaccin qui est aujourd'hui et encore, tout le monde, on dit qu'il n'y a pas que ça. C'est un des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur, c'est vrai. Oui, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est le facteur qui donne plus le cancer. Parce qu'en général, pour le cancer du col, toutes les dames qui ont déjà eu des rapports sexuels, où il y a, excusez-moi du terme, à flirter, sont déjà en contact avec ce virus. Mais la chance que nous avons, c'est que les 90% vont éliminer le virus sans pour autant aller à un truc. Et là aussi, le dépistage, c'est l'un des moyens les plus efficaces. Les plus efficaces. D'ailleurs, le cancer du col de l'utérus ne devrait tuer personne dans ce pays. Parce que vous savez, quand vous êtes en contact avec le virus, ça ne fait pas un cancer du col du jour au lendemain. Absolument. Vous voyez, ça peut séjourner au niveau du col, faire des évolutions jusqu'à 10 à 15, jusqu'à 20 ans. Durant cette période, vous allez à la consultation, le virus ou les cellules précancéreuses sont détectées et sont détruites d'une façon très simple avec l'appareil qu'on appelle la thermoablation, qui l'enlève en moins d'une minute. D'ailleurs, aujourd'hui, la LISCA a équipé beaucoup de districts sanitaires de cet appareil pour leur permettre, surtout à ces districts, quand elles auront diagnostiqué des cellules précancéreuses, de faire le traitement sur place, surtout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, dans notre programme, systématique. Systématique. D'ailleurs, dans les pays développés, en général, on ne voit presque plus de cancer du col de l'utérus dans beaucoup de pays, parce que le dépistage est systématique. Quand vous avez l'âge de vous dépister, un courrier vous est envoyé soit par la poste de façon électronique, vous recevez votre courrier pour vous rappeler que vous devez venir au dépistage. Donc malheureusement au Sénégal, on n'est pas encore dans cette situation. Donc c'est la Ligue avec d'autres associations qui se battent pour donner l'information aux populations, mais qui se battent aussi pour équiper les districts sanitaires. C'est la Ligue qui se bat aussi pour former les sages-femmes qui sont vues en premier lieu par les dames quand elles ont des soucis. Donc aujourd'hui, nous avons formé sur le territoire national plus de 1300 sages-femmes au dépistage du cancer du col de l'utérus avec le système IVA-IVL, on l'appelle, inspection visuelle à l'acide acétique, où il suffit juste, c'est du vinaigre blanc, ou bien l'acide acétique qu'on met sur le col, et par rapport à la coloration qu'elle donne, vous voyez, aujourd'hui, on peut savoir si vous avez des cellules précancéreuses, et avec l'appareil de thermoablation, ces cellules peuvent être détruites en moins d'une minute. Donc déjà, si vous parlez du cancer du col de l'utérus, là, ça m'interpelle un peu. En fait, je voudrais qu'on conscientise un peu plus les femmes par rapport à ça. Celles qui utilisent certains produits pour pimenter leur couple. Et par rapport aux fumées, moi, je me demande, est-ce que ça peut être une cause de cancer? Parce qu'on m'a raconté une histoire où une femme sénégalaise qui aime les parfums et tout. Donc, tout le temps, quand elle s'apprêtait pour sortir, elle se mettait... Le chouraï. Voilà. Mais l'encensoir était sous ses vêtements. Donc, elle portait les vêtements et l'encensoir était sous ses vêtements. Donc, pour embaumer son truc. Mais après, finalement, on lui a détecté un cancer et elle est morte de ça. Donc, je me demande si, par exemple, la fumée aussi peut participer à ça. Mais effectivement, la fumée participe parce que c'est l'environnement même que vous respirez, des trucs qui ne sont pas... Même les véhicules, nos vieilles bagnoles, qui dégagent du gaz, qui n'est pas du tout ce qu'il faut. La cigarette d'ailleurs, est un facteur de risque par rapport à tous les cancers. Même pour le cancer du col de l'utérus, après avoir fait des examens, on a retrouvé des déficits de cigarettes. Donc la fumée, vraiment, il faut l'éviter. Quand on veut mettre du chouraï, il faut le mettre dans sa chambre et sortir. Laisser embaumer la chambre, bien ses habits, et après peut-être les porter, mais pas se mettre sous l'ascenseur et recevoir directement cette fumée. Ce n'est pas conseillé. D'ailleurs, même si ce n'est pas pour le cancer du col, les cancers du poumon, en général, vous respirez des résidus qui ne sont pas quand même bons pour les poumons. Bonsoir. Bonsoir.
Alors moi, je voudrais dire que le cancer est une question de santé publique. Malheureusement, nous avons beaucoup de concitoyens qui sont atteints aujourd'hui par cette maladie-là. Une pensée à toutes ces personnes-là qui luttent contre cette maladie. Et c'est vrai que Octobre Rose est en général un mois consacré à cette maladie-là. Il y a beaucoup de sensibilisation avec la LISCA. Et moi, ma question, c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, on voit que la LISCA fait beaucoup d'actions. Elle est présente dans beaucoup de zones au Sénégal. Est-ce qu'elle le fait aujourd'hui en toute intelligence avec l'État du Sénégal, avec les autorités? Ou comment? Parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens à aider, à accompagner. Vous avez parlé de formation et surtout que la maladie continue à gagner du terrain. Quelle est aujourd'hui un peu la stratégie de la Ligue? Bon, là, pour la LISCA, son rôle, quand même, nous sommes société civile, c'est de porter le plaidoyer envers ces autorités. D'ailleurs, ce plaidoyer a porté quand même ses fruits. Nous n'avons pas complètement atteint nos objectifs, parce que nos objectifs aujourd'hui, c'est d'obtenir la gratuité de tous les traitements pour tous les cancers. Mais aujourd'hui, par rapport à ce plaidoyer, nous avons obtenu que pour le traitement du cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, une gratuité sur les produits de chimiothérapie. C'était assez important parce que nous, au niveau de la LISCA, les produits de chimiothérapie prenaient au moins 70 à 80% de notre budget. Donc, quand nous avons porté le plaidoyer auprès du président de la République, il a accepté dans un premier temps, il y a 5 ans de cela, de mettre 1 milliard sur la chimiothérapie. Et de là, nous avons obtenu une gratuité, comme je l'ai dit, pour les cancers gynécologiques. Et nous avons obtenu aussi une réduction de 60% sur pour les autres cancers. Donc, c'était important. Par rapport à ce plaidoyer aussi, nous avons obtenu le maintien du tarif de la radiothérapie au niveau des hôpitaux publics. Parce qu'avec l'ancien appareil, le tarif était à 150 000. Quand l'État du Sénégal a acquis de nouveaux appareils qui coûtaient des milliards, bon, le tarif normal devait être au niveau de 700 000. Mais nous avons porté le plaidoyer en disant aux autorités que 150 000, les populations démunies ne peuvent pas payer. Aujourd'hui, si vous mettez le prix à 700 000, personne ne va bénéficier de cette radiothérapie. Et là, quand même, l'État a maintenu le tarif à 150 000 et aujourd'hui est en train de subventionner. Ça, c'est des avancées. C'est des acquis que nous avons eus, mais nous disons que nous, aujourd'hui, notre combat, c'est d'obtenir la gratuité totale pour tous les traitements du cancer au Sénégal. C'est ce que nous voulons. C'est vraiment un combat de portée nationale. Ce que vous faites, vraiment, c'est quelque chose de très louable et nous vous en félicitons. Je pense que peut-être, Madame Kanté, vous avez un mot à dire par rapport au cancer du sein, au cancer du col de l'utérus. Oui, moi, je voulais savoir si la LISCA se trouve dans les régions, dans quelles régions, parce que ça touche les femmes qui sont, j'allais dire au fin fond, mais des régions, et souvent elles arrivent. Moi, j'ai connu un cas où la personne est arrivée trop tard et elle avait justement le cancer de l'utérus, et bon, elle était déjà morte en fait. Elle souffrait horriblement, donc il a fallu quand même... Ils lui ont dit que c'était trop tard, l'hôpital a dit de partir. On lui a acheté quand même des médicaments pour qu'elle puisse supporter la douleur, mais voilà. Et je voulais dire, quels sont les hôpitaux qui pratiquent justement ces diagnostics et savoir si même si une patiente est atteinte de façon avancée, est-ce qu'on l'accompagne? Les soins palliatifs. Voilà. Les soins palliatifs, effectivement. Oui, je vais commencer par les soins palliatifs. Effectivement, ça existe au Sénégal pour accompagner les personnes à qui on n'a plus espoir, mais quand même, il faut les accompagner pour qu'elles aillent quand même, qu'elles vivent dignement jusqu'à leur fin. Bon, par rapport aux régions, nous avons une stratégie qui consiste à aller au fin du Sénégal. Nous avons déjà visité Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, Koupentoum, le Nord, nous avons fait Podor, Pété, Dagana. Bakel. Nous ne sommes pas encore allés à Bakel. Oui, parce que j'attendais justement. Parce que Bakel, c'est souvent oublié. Ça fait partie. Bakel et Kédougou, nous ne sommes pas encore allés. D'accord, ok. Donc, quand nous allons dans ces zones-là,
nous n'allons pas simplement dépister et revenir. Nous avons une stratégie qui consiste à former les sages-femmes sur place pour la détection des cancers, surtout du col de l'utérus. Quand vous leur apprenez et vous leur donnez le matériel nécessaire pour faire le traitement, quand elles détectent, elles n'ont plus besoin de les envoyer à Dakar. Donc, dans toutes ces zones que j'ai citées, j'ai limité, nous avons fait pratiquement l'axe nord. Nous ne sommes pas allés à Bakel, ça fait partie de nos objectifs, mais dans toutes ces zones, j'ai dit tout à l'heure, nous avons formé plus de 1300 sages-femmes sur le territoire national. Parce que le cancer ne doit pas se limiter simplement à Dakar. Dakar. Donc, Donc, aujourd'hui, même, vous parlez de traitement, surtout pour la radiothérapie, qui est délicate. Aujourd'hui, il y a l'hôpital de Touba qui est équipé. Mais sinon, il y a l'hôpital d'Al Diamou qui a des accélérateurs de particules. Et l'hôpital Aristide Dantec en avait, malheureusement, c'est fermé aujourd'hui. Il y a aussi un appareil dans le privé. Qui n'est pas à la portée quand même de toutes les bourses. C'est assez élevé. Mais notre stratégie pour ces régions, c'est d'y aller, de former les sages-femmes, de leur donner des équipements. Et tout cela, vous allez me demander où est-ce que la LISCA tire ses fonds. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour ça. On peut les citer, Dubai Port World, depuis 5, 6, 7 ans, qui nous accompagnent en région. Avant Dubai Port World, d'ailleurs, il y a une association des Sénégalais de France, comme je peux l'appeler ainsi, qui ont d'abord commencé à nous accompagner en région. Parce que quand ils étaient venus, ils nous ont demandé ce que nous faisions, mais on était déjà simplement sur Dakar, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller en région. Donc, ils ont apporté les moyens et nous avions commencé à prendre 2 zones au mois d'octobre. Donc, chaque mois d'octobre, on se déplace. D'ailleurs, pour cette année, nous irons sur 4 zones. Nous irons à Touba, nous étions allés déjà à Touba, on va y retourner parce que 5 ou 6 ans après, il faut retourner voir ce qu'on avait fait, est-ce que ça marche jusqu'à présent. On va aller aussi à Tivaouane, Thiès et Mékhé. Donc, mais en dehors de ça, nous avons des dépistages sur Ouakam, sur Mbao c'était hier, et tous les jours au niveau de notre siège. Donc, durant tout le mois d'octobre, vraiment, on est full, ça, il faut le dire. Et nous faisons aussi des conférences dans des entreprises qui nous appellent pour des conférences, pour sensibiliser le personnel, surtout le personnel féminin, par rapport au cancer. Absolument. Nous allons terminer cette émission, peut-être sur une note un peu plus légère, je dirais, avec notre ami Kadiatou Soné Kanté, que nous avons toujours le plaisir de recevoir sur ce plateau. Vous venez nous parler de cette exposition que vous présentez au niveau du Monument de la Renaissance africaine à partir du 12 octobre jusqu'au 11 novembre 2023. Et ça s'appelle Mindao. Mindao, je pense que c'est le Canari, je pense. C'est le thème de votre exposition de cette année, c'est le Canari. Oui, alors, sous différentes formes, voilà, que j'ai interprété selon mes créations, parce que j'avais envie de parler du Canari, en fait, parce que ça, pour moi, ça me rapproche de Bakel, justement, où j'allais quand j'étais petite, et il y avait toujours cette jarre remplie d'eau, cette jarre qui servait à la cuisine, et voilà, et qui était un élément très important dans la maison. Et oui, j'avais envie de réinterpréter en tout cas cet objet. Et Mi, d'ailleurs, ça veut dire boire, et Ndao, effectivement, Canari. Et c'est un nom en mandingue. Et voilà, donc pour moi, à chaque fois, il doit y avoir une comment dire, un rattachement à ma terre, mais elle n'est pas qu'à moi, elle vous appartient à tous, bien évidemment. Mais je trouve que c'est important de faire des expositions sur l'argile, quoi. Parce en plus, c'est les mêmes mots. Hein. Je pense tout à l'heure, le chef disait qu'en sérère, ça se dit même chose. En wolof, ça se dit nda aussi. Hein. En général, les mandingues, ils mettent le O après. Oui. Donc ndao et nda, c'est exactement la même chose. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment un patrimoine national, même sous-régional, je pense, ou même africain. C'est très important, même par rapport à beaucoup d'autres aspects, en dehors de l'aspect hygiénique et l'aspect nutritionnel.
Oui, parce que c'était aussi un objet qui est privilégié aussi au niveau des jeunes mariés. Voilà, enfin, il y a des... Et je vais venir au niveau de la caste forgeronne. Les femmes des forgerons avaient un rôle très important en fait dans la communauté soninké. Et en fait, voilà, il y a toujours cet objet qui est rattaché, toujours ces soninké, l'histoire des soninké, l'histoire des forgerons. Et en fait, voilà, qui s'est déployé un peu partout. Et je trouve que pour moi, justement, enfin, dans tout le plateau de tous vos invités, j'entendais à chaque fois culture, se rattacher à sa culture, se rattacher à qui on est. Et effectivement, je veux dire, avant toute chose, si on ne connaît pas son identité, pour moi, on la cherche effectivement à travers le monde. Absolument. Donc, on finit par se perdre, effectivement. Absolument. Et pour rappeler aux téléspectateurs peut-être qui vous découvrent, certains qui vous découvrent, vous êtes autodidacte. Oui. Comment ça vous est venu? Vous en avez parlé la dernière fois, mais peut-être pour rappeler un peu, comment vous est venue vraiment cette passion pour la sculpture et pour la céramique? Et peut-être aussi expliquer un peu c'est quoi la céramique par rapport à la différence avec la sculpture en général. Oui, alors moi déjà très jeune, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était manuel en fait. Donc déjà petite, je faisais des animaux en plâtre, etc. Après j'ai une mère qui est brodeuse, tricot, couture, aussi une autodicte. Un père menuisier, un grand-père tailleur de pierre. Maçon, grand maître maçon, il y a d'ailleurs des monuments de lui à Bakel. Voilà. Donc en fait, voilà, ça m'a toujours, ça a toujours résonné en moi. En fait, la culture, tous ces objets d'art, ça m'a toujours vraiment impressionné, parlé, construit. Et je dirais, il y a même aussi ma grand-mère, qui est de famille griotte. Quand j'entends cet instrument, il y a une résonance qui est très particulière. Et je me suis toujours demandé, mais... Quel instrument? La kora. La kora. Et je disais à mon père, mais c'est étonnant parce que j'ai eu l'impression que quand j'étais petite, on venait me jouer de la kora à mon berceau. Et après, il m'a dit, bah oui, mais ta grand-mère, voilà. Donc, j'ai compris. Et je voulais d'ailleurs en jouer. Alors, j'ai joué du violon, mais je voulais d'ailleurs apprendre à faire jouer de la kora, d'ailleurs. Après, pour ce qui est du métier, céramique, en fait, c'est de la terre, hein, c'est de l'argile, en fait. Alors, moi, à Paris, je les achetais tout faits. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit, va falloir que tu ailles chercher ton argile et que tu fasses tout toi-même. Je me suis dit, oulala, d'accord. Donc, je m'y suis mise. Et c'est vrai que j'ai eu un contact très particulier avec l'argile. Vraiment, c'est... parce que c'est de la terre hein, qu'on va chercher à 15 mètres, 16 mètres de profondeur, qu'on fait remonter, qui est constitué de plein de minéraux, en fait, hein, plein de choses, peut-être des os de mes ancêtres, j'en sais rien. Tout à fait. Mais en tout cas, qui contient un certain nombre de choses. Et j'ai eu la chance de pouvoir très, très vite m'adapter. Et c'est vrai que la connexion a été différente parce que les objets que je faisais quand j'étais à Paris et ceux que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais rien à voir. Je veux dire, c'est une chance de pouvoir manipuler comme ça la terre, voilà. Bon, sans avoir fait d'école d'art. Alors moi, je me suis formée après parce que je suis, je n'aime pas être formatée en fait. Je rejette ça. Voilà. Après, il y a des règles, hein, mais bon. Voilà, il y a des règles à respecter hein, pour manipuler sa terre. Et puis après, je crois que c'est le respect que l'on a de ce matériau. Et voilà, donc il y a l'argile que je vais chercher, après que je pile. Parfois, le potier chez qui je vais cuire mes œuvres jusqu'à ces bicotanes. Parce que la céramique, il faut cuire après. Oui, voilà. Je peux prendre parfois des pains de terre qui sont déjà préparés. Et puis après, il y a la constitution de l'œuvre, il faut laisser sécher avant. Donc ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Ensuite, on l'emmène à la cuisson. Je retourne les chercher et après, je vais faire le décor des œuvres selon l'inspiration que je vais avoir en la regardant. Absolument. Voilà. Annette.
Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. En fait, moi, ma question, c'est vos créations. Comment vous vous y prenez? En fait, avant de commencer une œuvre, est-ce que vous avez une idée en tête? Vous avez une histoire à raconter par rapport à cette œuvre? Ou bien vous laissez votre imagination pour ensuite voir le résultat? Alors, ce que je dis souvent, c'est que je suis guidée, moi, beaucoup guidée dans ce qui va sortir. Après, j'ai des formes. Hein. J'utilise les calebasses comme utilisent mes ancêtres et comme utilisent les potières. Elles ont une forme, donc la calebasse. Et après, ça va dépendre de... Là, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Voilà, c'est des choses que je vois, des choses que j'ai envie de tester aussi, savoir si ça tient. C'est compliqué à expliquer parce que c'est tellement, comment dire, c'est tellement particulier que voilà, c'est une vraie, c'est une histoire en fait, voilà. C'est une histoire qui me porte et pour moi c'est important qu'elle soit transmise parce qu'il y a comment dire, une transmission aussi aux enfants mais pas seulement à vous. Et comme je le dis souvent, la terre ne m'appartient pas uniquement, elle vous appartient aussi. Donc après, elle est sous différentes formes, mais c'est important en fait. Absolument. Vraiment. Dans une partie, en fait, j'ai lu un peu une interview où vous disiez que ce sont les œuvres qu'ils appellent les futurs acquéreurs. Comment vous entendez ça? C'est-à-dire que quand on voit une œuvre, quand vous voyez un tableau, forcément, il va vous parler, il va vous interpeller. Il y a une sensibilité qui va se passer. On peut pleurer devant une œuvre. On peut, voilà, enfin, en tout cas, quand on a j'allais dire tous ses chakras ouverts, quand on a toute son énergie pleine et qu'on se laisse, comment dire, pénétrer par ce qui se passe, par la lumière, par l'objet. Et oui, effectivement, l'objet nous interpelle parce que pourquoi cet objet nous a appelés et pourquoi pas l'autre, en fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci. C'est vrai que moi, j'ai toujours admiré votre travail. J'ai toujours aimé le fait que vous adossez votre art à de la spiritualité, comme vous le dites. Il y a quelque chose qui vous parle. Ah oui. Vous avez un rapport particulier avec l'argile, avec le sable. Je pense que c'est peut-être l'originalité de votre travail. Alors, concrètement, ce vernissage-là qui va se dérouler, cette exposition qui va durer 1 mois, va consister à quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux Sénégalais, au public? Qu'est-ce que vous attendez un peu par rapport à cet événement? Alors, ce que j'attends déjà, c'est de faire découvrir mon travail, de raconter, de re-raconter, en tout cas à travers mon langage à moi, que je suis Rassunké, que je suis du caste forgeronne, que j'appartiens à la terre et que la terre m'a choisi pour faire ses œuvres et à donner envie, en tout cas, de donner une plus grande place ou la même place que les autres arts visuels, les arts visuels. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Et de se laisser aller par rapport à ce qui va être vu par les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des collaborations ou des interactions avec d'autres artistes dans votre travail au quotidien ou en tout cas particulièrement dans cet événement-là où vous serez solo? Non, là, je suis solo. Okay. Je suis solo dans cette exposition. Après, l'interaction avec les autres, moi, je l'ai cherchée depuis que je suis arrivée. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, parce que moi, j'ai vécu 6 ans sur l'île de la Réunion, et je travaillais avec bronzeurs d'art, sculpteurs de galets, ébénistes, turneurs sur bois et souffleurs de verre. Voilà, qui a été jusqu'aux Comores, d'ailleurs, au Festival d'art contemporain des Comores. Okay. Avec l'abat-jour qui était soufflé à la bouche et peint par moi. J'ai eu cette chance. Voilà. Vous en avez parlé tout à l'heure, un peu off the record, de la présence d'archéologues qui sont lors du vernissage. Vous avez beaucoup d'invités, comment ça se passe? Enfin, beaucoup d'invités. En tout cas, j'ai voulu faire que le public soit hétéroclite. Et pour moi, l'archéologie, ça fait partie de la terre, en fait, des choses qu'on fouille, qu'on sort, donc de cette terre que j'utilise. Donc oui, c'était important pour moi qu'il y ait aussi des archéologues. Voilà, j'y tenais beaucoup, donc j'espère qu'ils seront là. Monsieur Diop, peut-être un mot par rapport
Un mot, oui, cette exposition. Par rapport à cette exposition, surtout pour le Canari, moi je vais m'appesantir sur ce point. Parce que quand on était très jeune, la grand-maman ou la maman avait son Canari dans sa chambre qui conservait de l'eau. On avait une eau de très bonne saveur. Par la suite, avec l'évolution, ces Canaris ont été remplacés par des Canaris en ciment. Quel est le secret de cette argile-là pour que cette eau soit meilleure que l'eau du Canari qui est faite à base de ciment? Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, il y avait des incantations sur cette eau, alors je ne sais pas. En tout cas, des prières sur l'eau, je ne sais pas. Après, peut-être la terre cuite qui donne cette eau particulière. Voilà. Et qui filtre, je pense, qu'il y a aussi cet aspect. En tout cas, ce sera un plaisir vraiment d'assister à cette exposition. Je pense que tout le monde est invité sur ce plateau, M. Diop également. Vraiment, nous vous encourageons pour tout ce que vous faites. Merci. Vraiment, remercier d'être passé sur ce plateau. Également, remercier M. Omar Diop pour tout ce que vous faites. Remercier vraiment tout le personnel de la LISCA pour le travail colossal que vous abattez vraiment pendant toute l'année, comme vous dites, du 1er janvier au 31 décembre. Remercier également mes co-présentateurs, Annette Sow, Thierno Suleiman Diop-Nian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.